Géopolitique et internationale maintenant, avec la liste noire rendue publique par le Kremlin, avec parmi elles 4 personnalités françaises. Mhm. Qu'avez-vous à nous dire sur ce qui est jugé par Bernard-Henri Lévy, par exemple, comme une dérive autoritaire? Premièrement, la Russie est tout à fait en droit de dire qui elle veut sur son territoire. C'est un État souverain. Deuxièmement, il y a des officiels russes qui ne peuvent pas voyager. Donc c'est une réponse du berger à la bergère. Nous n'avons pas la liste totale. Il faut savoir une chose, si on prend la version russe de cette liste, de l'histoire de cette liste, la Russie a très gentiment, suite à une demande des institutions communautaires, donné la liste. Pourquoi? Parce qu'une partie, une large partie en dehors des 4 Français, mais une large partie sont des parlementaires européens, qui sont les ennemis de la Russie au sein des institutions communautaires. Par exemple, Elmar Brok, le sinistre président Brok, de la Commission des Affaires étrangères, ancien fondé de pouvoir de la Fondation Bertelsmann, M. Gabrielus Landsbergis, fils de Landsbergis l'oligarque, et oligarque lui-même de son métier, fort sympathique, étabalte, russophobe, ethnique, radioactif et taré, et toute une fine équipe qui est du même tonneau. La Russie ne fait que répondre du berger à la bergère. Elle a très gentiment, suite à des demandes, donné cette liste aux institutions communautaires en disant que ces gens-là ne se déplacent pas trop vers chez nous, ils vont avoir des ennuis. Attention, quand je parle d'ennuis, c'est vous arrivez à un guichet, est-ce que je peux entrer sur le territoire russe? Niet. Tu reprends avion, tu t'en vas. Fini. Ils vont s'en remettre, même si je sais que Béchamel, il supporte pas qu'on lui reproche quoi que ce soit. Donc, voilà. La Russie est tout à fait en droit. Ensuite, cette liste est arrivée dans la presse comment? Je rappelle que nous sommes sous l'empire encore des accords de Minsk. Que la diplomatie française, il faut reconnaître un truc, a quand même réussi à mettre sur pied pour tenter de sauver un peu la situation. Les accords de Minsk sont en train d'être torpillés par une part de l'élite américaine, pas par Obama, ça j'y crois pas. Regardez les déclarations d'Obama sur Poutine, c'est d'une mollesse. Je pense que la présidence, comme je vous l'avais dit, là on est en pleine attaque de la NED, les réseaux néoconservateurs, une partie, la diplomatie du Congrès, donc les Sorosites, hein, comme on dit en Europe de l'Est maintenant. Et pas uniquement Soros, hein, il y a aussi le Congrès paye aussi d'autres types de fondations, certaines même opposées à Soros. L'élite américaine, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Et là, il est grand temps que vous l'ayez tous à l'esprit, et ça fait longtemps. Le dernier qui a voulu une diplomatie américaine univoque, c'est Nixon. D'ailleurs, il a demandé à Kissinger pour ça. Bah, ça les a amenés à leur perte tous les deux. Parce que Nixon, l'élite américaine ne supportait pas. Un, c'était un intello. Deux, c'était un Européen, donc il voulait une diplomatie claire, et non cette diplomatie de clan semi-mafieuse qui est marquée par la destinée manifeste. Et troisièmement, en plus, c'était un pull à sueur, Nixon. C'est un prolo, hein, c'est le seul président américain qui a eu faim. Hein. Bon. 3 qualités, 3 défauts rédhibitoires. Aujourd'hui, le pouvoir en Amérique est fractionné à un point extraordinaire. Extraordinaire. Il y a fort à parier d'ailleurs que pour Maïdan, Obama n'était à peine au courant. Et certainement que Kerry, lui, pas du tout. C'est de la pure diplomatie du Congrès. Et Nuland, c'est la femme de Kagan, hein, l'ambassadrice américaine. Pure créature néoconservatrice. Ça va mal se finir, tout ça. Le grand problème, c'est que qui a balancé cette liste à la presse? Juncker, certainement. Tusk. C'est-à-dire deux demi-boches, hein, tous les deux. Luxembourgeois d'un côté, germano-polonais de l'autre, qui entendent, eux, flinguer les accords de Minsk, parce que, très difficile à dire, réseau Gladio, Stebien, très difficile à dire. Très très difficile à dire. Mais aussi l'autonomisation de la diplomatie communautaire. Ça c'est très important. Il ne faut pas croire que l'Amérique décide, l'Europe obéit.
parfois c'est l'Europe qui veut aller au-delà des désirs du maître. Et qui veut que le maître... qui veut d'un côté... Vous savez, il y a certainement plus d'eurocrates que d'Américains qui rêvent du New American Century. Faut bien l'avoir à la... Je sais que pour tout le monde, non, il y a le maître et l'esclave, non. Vous avez les collaborationnistes, c'est-à-dire ceux qui encourageaient, ceux qui étaient plus nazis que les nazis. Ben, vous avez dans l'organigramme communautaire des gens qui sont plus américains que les Américains. Et surtout qui veulent que la diplomatie de l'eurocratie écrase une fois pour toutes l'appareil diplomatique des États membres, s'autonomise et soit enfin à l'égal du maître, mais dans les pas du maître. Parce que l'eurocrate, avec l'armée de qui? Faut comprendre que parfois l'OTAN supplie les États membres de mettre un peu d'argent dans la défense. Supplie. Ils n'ont plus la volonté de vivre, mais ils ont toujours la volonté de nuire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est bon, c'est clair? Donc, ne sous-estimez pas ces gens-là. Et en réalité, c'est un acte certainement du cœur de l'eurocratie, qui emmerde même les Américains. Parce que une part de la diplomatie américaine n'a pas envie... Obama n'a pas envie de gérer une guerre pour sa fin de mandat. Voilà, surtout ça. Si c'est la mère Clinton, on verra. Augure rien de bon. On va rester sur la Russie avec la rencontre récente entre Vladimir Poutine et le pape François au Vatican, donc un pape qui ne s'est pas opposé à la Russie lors du conflit ukrainien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les relations entre Moscou et Rome? Il faudra vraiment qu'à un moment vous interrogiez mon ami Romain Bessonnet, qui à mon avis est des meilleurs spécialistes de la Russie, du Caucase, chez les moins de 40 ans. Vraiment un très grand professionnel. Il connaît très bien, en plus, la diplomatie religieuse de la Russie. Parce qu'il y a toute une part de représentation par l'orthodoxie des intérêts étrangers de la Russie. En réalité, ça ne nous renseigne pas sur Vladimir Poutine. Que Vladimir Poutine parle à tout le monde et soit multipolaire. Enfin, je préfère les termes d'Hervé Juvin, c'est une multicivilisationnel, si vous voulez. Ça ne me surprend pas. Ça surprend personne. Ça nous renseigne beaucoup sur le pape François, par contre. Je pense que le pape François réagit en toute matière, pour ses qualités comme pour ses défauts, en tant que latino-américain. Il comprend très bien ce qui est en train d'arriver, à mon avis, parce que lui, la domination de puissances étrangères en tant qu'Argentin, il sait ce que c'est. Et n'oubliez pas que c'est un ancien péroniste. Et que contrairement à ce qu'on dit, et je vous rappelle un superbe bouquin qui s'appelle Servir Péronne, le pape François était très péroniste dans sa jeunesse. Très péroniste. Et je pense que cette diplomatie d'indépendance de Vladimir Poutine, lui plaît, il n'a pas les mêmes problèmes qu'avait Jean-Paul II, par exemple. Jean-Paul II était un grand pape, contrairement à ce qu'on croit, et Mémoire et identité est un bréviaire politique pour le XXIe siècle. Parce qu'en réalité, le pape François, Jean-Paul II, était un penseur politique qui mérite d'être lu, et un antimondialiste assez conséquent. Lisez Mémoire et identité, vous serez très surpris. Par contre, il avait une qualité, un défaut. Il avait une qualité, c'est qu'il était polonais. Donc, il arrivait à comprendre ces zones complexes et à faire en sorte que les Polonais ne dévient pas, alors que c'est un peu leur caractère. Le caractère des Polonais, fondamentalement, c'est souvent de se tirer des balles dans le pied. Et pendant qu'il était là, ils ne l'ont pas fait. Et il avait un défaut, c'est qu'il était polonais. Avec les obsessions d'un polonais, avec les... ce qui est compréhensible, c'est les règles de l'histoire. Mais qui n'ont pas été sublimés, ceux-là, pour faire écho à notre sujet précédent. Ça s'est vu pendant la guerre des Balkans. Le Vatican a joué avec le BND allemand et les services américains pour la destruction de la Yougoslavie, en ayant un parti pris pro-croate, délirant, alors que les Croates, Tudjman les a baisés. Vous voyez, un très très beau petit bouquin
Nous, on va sortir la vidéo d'un diplomate français, devenu un ami, qui s'appelle Les boucs émissaires serbes. C'est le dernier en date sur la guerre des Balkans, c'est le plus didactique. Parce que je sais, je reçois des courriels des jeunes, la guerre des Balkans c'est vraiment lourd. Ah oui, ça je reconnais. L'Europe de l'Est c'est une horreur. Le problème c'est que si l'Europe de l'Est c'est une horreur, vous allez voir le Caucase ça va être pire, et l'Asie centrale vous allez vous arracher les cheveux. C'est comme ça. Mais il s'appelle les boucs émissaires serbes. Que ceux que ceux qui veulent en savoir plus sur cet ouvrage me contactent, mais lui vaut vraiment le coup. En plus, il est à 10 euros. Bon, c'est un camarade qui est un ancien diplomate français, un truc brillant pour comprendre ça. Tout le monde les a baisés. Les Croates sont des cocus. Pour ça, il ne faut pas leur jeter la pierre. Cette histoire est tellement triste. C'est une horreur. Et Jean-Paul II a participé à ça parce qu'il a plaqué des obsessions polonaises. Et tout comme vous avez aujourd'hui certains Croates, certains Croates ou certains catholiques français durs qui regardent l'Ukraine et qui pensent que c'est la Kraïna. Vous croyez que l'Ukraine est indépendante? Qui vient d'être nommé gouverneur d'Odessa? Monsieur Saakashvili, il est ukrainien à quelle heure, Saakashvili? C'est un VRP itinérant de l'OTAN, Saakashvili. Il est géorgien comme d'autres sont arméniens, palestiniens ou libanais, c'est-à-dire c'est un géorgien de profession. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça c'est nommé comme ça, en claquant des doigts. Je rappelle qu'en plus, il y a une américaine de nationalité au gouvernement, comme ça. Et c'est un pays indépendant, le gouvernement de Kiev. Klitschko, qui est une créature allemande, donc à la mairie de Kiev. Poroshenko. Yatsenyuk, créature de Soros, certainement le plus cinglé de la bande de surcroît. Et M. Poroshenko qui gagne au grattage et au tirage, puisque comme chacun sait, il a plusieurs business, dont un qui est la fourniture aux soldats, et deux, c'est aussi l'un des principaux entrepreneurs des pompes funèbres dans son pays. C'est-à-dire, dès qu'un soldat mange, c'est pour lui, dès qu'un soldat se mange une glastos, c'est pour lui aussi. Vous comprenez ce que je veux dire quand les gens comprennent pas? Or, le pape François lui comprend. Parce que il n'est pas européen. Enfin, il est latino-américain profondément. Donc il sait ce que c'est la domination et il sait ce que c'est les billards à 5 ou 6 bandes. Si la doctrine Monroe tient depuis plus d'un siècle, c'est parce que les Américains savent manager les peuples latino-américains les uns contre les autres. Regardez la plupart des rapports que les peuples latino-américains ont avec la Colombie, avec le Mexique. Vous allez en comprendre des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le pape François, lui, il comprend. Ensuite, il réagit, et beaucoup de catholiques lui reprochent, comme un latino-américain. Que ce soit à terme doctrinal, que ce soit à terme tiers-mondiste ou d'autres. Ensuite, il est aussi dans les lignes du Vatican. On lui a reproché sa chose sur les migrants. Ratzinger, le Panzer cardinal, qui d'ailleurs n'est pas pour rien dans les bêtises que le Vatican a fait en Yougoslavie, disait exactement la même chose. Donc si vous voulez, le pape François, je pense que c'est un pape qui a bien compris le caractère polycivilisationnel du monde à venir. Je pense qu'il l'a très bien compris. Très très bien. Et n'oubliez pas une chose, l'Amérique a toujours eu le pape François dans le nez depuis qu'il est là. Toujours. Et elle l'avait dans le nez déjà au conclave. Ça, je le sais de source sûre. Alors que l'Amérique a salué l'avènement de Ratzinger. Pour des raisons que je connais mais que je tairai, disons que une partie de la vie personnelle du Panzer cardinal faisait que ses prises de position internationales étaient très faciles à neutraliser. Disons ça comme ça. Une question de Thomas maintenant, un patriote éclairé qui souhaite que vous reveniez sur ce qui s'est passé en Macédoine avec l'infiltration d'un groupe terroriste albanais. D'après vous, à quoi sommes-nous en train d'assister dans cette région d'Europe? Alors, faisons un point de situation, élargissons le théâtre d'opération. Nous sommes le 27, n'est-ce pas, Christopher? Il y a quelques jours,
Un groupe relié à Maïdan a été créé en Biélorussie. Depuis près d'une semaine maintenant, une révolution colorée est certainement en cours en Arménie. Et cette attaque en Macédoine. C'est simple, hein, Macédoine, c'est tout bête. Le tracé du Turkish Stream. Vu que l'Union Européenne a bousillé ce stream, très bien, bravo. Ils vont se jeter sur un gaz algérien qui n'a plus que 25 ans de vie devant lui. Tant mieux. Ou alors pire, demander à l'émir du Qatar, grand démocrate, s'il en est. Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus l'addition sera salée. Donc bon. Et surtout, sur tout le trajet du Turkish Stream, vous allez avoir des ennuis. Tsipras en joue, hein, par exemple, lui. Mais sur tout le trajet, vous aurez ce type de révolution colorée. Revenons sur le terme de révolution colorée. Vous me direz, d'habitude, les révolutions colorées, ils les font pas comme ça. Là, ils utilisent de plus en plus des groupes violents. Mais Maïdan, c'est pas une révolution colorée classique. Avant, c'était quoi les révolutions colorées? Les théories de Gene Sharp, ancien agent de renseignement, je crois, ou ancien militaire, je ne me rappelle jamais. Je crois qu'il était militaire. Vous prenez les publics qui estiment être mis en minorité, d'un point de vue symbolique. Les femmes, les chômeurs, les jeunes. Vous infiltrez en leur sein des groupes violents, qui vont aller chercher les flics lors des manifs. Manifs que vous aurez organisés, que vous aurez payés, etc. Voire même avec des figurants. Par exemple, je peux vous dire que les manifs anti-Orban et pro-migrants qui ont lieu en ce moment en Hongrie, il n'y a pas que des Hongrois dedans, moins qu'on puisse dire. Mais nous reviendrons sur ce sujet-là certainement. Vous avez donc une petite clique de révolutionnaires professionnels, et les filles à prêtres, là, comment elles s'appellent? Les filles à prêtres, dans le temps c'est comme ça qu'on appelait les putains. Comment elles s'appellent? Les fémènes, hein, par exemple. Le créature saurocyte. Saurocyte qui est devenu un terme en Europe de l'Est, c'est drôle. Les groupuscules violents vont faire dégénérer les manifs. Le pouvoir à bout va devoir se défendre, parce qu'aucun pouvoir peut laisser des gens tirer sur ses propres flics. Et là, vous utilisez l'arme de destruction massive des médias internationaux en gros tir d'artillerie, salaud ordure nazi. Mais avec Maïdan, il y a eu quelque chose de différent. Savez-vous pourquoi Yanukovych quitte l'Ukraine? Et lui, le Premier ministre. Tentative d'assassinat. Le Premier ministre de Yanukovych a vu sa voiture avec sa femme dedans mitraillée. Elle s'en est sortie de justesse. Donc si vous voulez, maintenant, et j'emprunte le terme, qui est un terme je trouve brillant, à deux hommes qu'il faut suivre, Slobodan Despot et mon ami Richard Labévière, parce que c'est exactement la même chose qui se passe avec Daesh. Vous avez le nazisme, vous avez le fascisme de transition et l'islamisme de transition. C'est-à-dire que c'est l'équivalent violent de la thérapie du choc, au sens de Naomi Klein. Vous prenez une zone, vous la faites passer dans les mains de ces malades, et ensuite vous les éliminerez. Bien sûr. Croyez sincèrement que les mecs du bataillon Azov vont s'en sortir vivants. Si les Russes, si les pères de famille du Donbass ne tuent pas ces barbares, c'est l'armée russe qui le fera, et si c'est pas l'armée russe, eh bien ce sera l'armée régulière de Kiev. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà une pierre tombale à leur nom. Il n'y a que la date à écrire. Et d'un côté, c'est bien fait pour leur gueule. Or, le grand problème, c'est que maintenant, Alexandre Latsa aussi, très bon observateur, l'avait souligné. Maintenant, on va utiliser cette thérapie du choc-là. Pourquoi? Parce que elle colle au capitalisme contemporain. Elle a la fluidité, vous pouvez envoyer ces malades partout où vous voulez. Elle a la fluidité, et surtout, ce sont des gens qui font de l'édification par la violence. C'est pas le plan Condor. Le
Plan Condor, c'était des brutes, mais c'était avant tout des militaires dans des états structurés. C'était quand même des hommes d'ordre. Pinochet, c'est un salopard, mais c'est un homme d'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que là, vous avez des gens qui édifient par la violence. Que ce soit le bataillon Azov, que ce soit Daesh. Qui les pleurera? Personne. Vous pourrez vous en débarrasser sans aucun problème. Et surtout, comme ils sont incapables de faire une structure, incapables de créer un État, ils ne s'opposeront jamais à vous. Alors que une junte latino-américaine, si elle administre bien le pays, après elle peut louvoyer avec vous. Elle a quand même une armée, un État, quelque chose de solide. Alors que ces gens-là, non. Donc, vous les tenez, et surtout, pour les écraser, c'est vous qui allez arriver. Donc vous, ça vous maintient dans une vaste zone grise. Richard Labévire le dit très bien, les Américains gèrent ces groupes comme ils gèrent la criminalité chez eux. C'est-à-dire vous avez des zones surprotégées, des zones abandonnées. Ils font de la gestion de crise. La diplomatie américaine, parce qu'elle est surfragmentée, comme je vous le disais, n'agit qu'au coup par coup, maintenant. Ce qui est catastrophique. Catastrophique. Avec les moyens qu'elle a, c'est catastrophique. Donc si vous voulez, elle va utiliser ces groupuscules violents pour faire sauter les États qui sont des verrous de sécurité dans sa stratégie d'encerclement de la Russie. Prenez le cas de la Moldavie, par exemple. L'Ukraine va interdire à la Russie de survoler son territoire pour aller ravitailler les soldats de la paix, onusiens, hein, russes, dans cette région de la Moldavie qu'on appelle la Gagaouzie. Et si les Russes ont le droit d'envoyer des avions de ravitaillement, on ne parle pas d'avions de combat, parce que, en plus, la Russie ne fait qu'honorer les demandes de l'ONU qui sont de participer à la protection de ces zones. L'ONU l'a confiée à la Russie. La Russie, ce qui est normal dans des missions onusiennes, fait le soutien logistique d'une force mise à la disposition de l'ONU. Imaginons qu'un avion russe soit abattu par la DCA ukrainienne. Qui pourrait le faire? Poroshenko, il n'est pas assez fou. Yatsenyuk, il est assez fou, mais il n'est pas assez con. Au passage, si un avion russe, étudiez les couloirs aériens, si un avion russe devait passer vers cette région, il passerait au-dessus d'où? D'Odessa. Qui est le gouverneur d'Odessa aujourd'hui? Saakashvili. Saakashvili, s'il donne un ordre de ce type-là, lui, il risque rien. Il est dans un avion. Les Russes ne l'ont pas tué une fois, il sera dans un avion, en 6 heures, il sera à Washington, et puis c'est tout. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je folâtre dans mes pastels. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comme la paix est fragile. Un affrontement en Moldavie cet été est tout à fait possible. Et tout comme tout le monde le cherche. Donc voilà, si vous voulez, c'est une attaque générale, certainement, et qui est la suite de ce que je vous disais lors de notre dernier entretien. Les gens sérieux de la diplomatie américaine attendent leur nouveau patron. Ils attendent le 20 janvier prochain. Donc nous ne sommes pas en face du département d'État, à mon avis, nous ne sommes même pas en face du Patagone. On est en face de bien pire. Et on est en face des Wilsoniens purs, donc néoconservateurs pour la plupart, c'est-à-dire des gens qui sont... On n'a pas affaire à des réalistes. N'oubliez pas que les réalistes, donc les hommes qui sur conflit israélo-arabe, par exemple aux États-Unis, le grand réaliste c'est Mearsheimer, mais celui qui est le plus connu c'est Kissinger. N'oubliez pas que Kissinger s'est toujours opposé à ce qu'on mette Poutine en minorité. Toujours. Je dis pas ça pour dire du bien du personnage, je dis juste que même parmi les gens qu'on déteste, il y a des gens intelligents, et c'est pas ceux que nous avons en face de nous. Dans les semaines, là nous sommes le 27 juin, j'espère que nous pouvons vivre, je ne dis pas que nous allons, mais nous pouvons vivre un été sur la corde raide.
Une vidéo récente qui a beaucoup tourné sur Internet montre Jean-Claude Juncker afficher un comportement des plus familiers avec tous les chefs d'État européens, à l'exception d'Orban, qu'on entend qualifié de dictateur. Alors, premièrement, il faudrait que le président Juncker revoie sa filmographie. En effet, le président Juncker n'est pas sans savoir que la virilité des viandes du mafieux est incarnée généralement par des petits mecs nerveux. Le cas typique, c'est Joe Pesci. Pour les plus jeunes, et je vais encore passer pour un dinosaure, c'est Léo Le Getz de L'Arme Fatale. Mais c'est aussi celui qui est l'antithèse de Niro dans les films de Scorsese, Casino ou Goodfellas, Les Affranchis. C'est-à-dire celui qui est toujours petit nerveux, etc. Lui, il est la virilité qui demande à exploser, mafieux. Alors que De Niro, c'est la maîtrise. Alors, Juncker voudrait être entre les deux, alors que Juncker, c'est un maître du monde luxembourgeois, donc c'est une toute petite chose. C'est un mafieux de second rang, quoi qu'il en pense. Et cette manière de mettre la papate, c'est en plus qui est un geste de... C'est comme le baiser de la mort, ça, c'est un geste typiquement de certaines mafias italiennes en plus. En arrivant et en disant dictateur, il faut savoir qu'il y a dans la diplomatie, par exemple, des échanges informels de service à service, où vous pouvez faire savoir, je n'ai pas envie que tel président me touche physiquement. Monsieur Juncker n'est rien. Orban est le chef d'État élu, et bien élu, du peuple hongrois. Cette haine de Orban, je vais vous dire d'où elle vient. Elle vient de trois choses. Elle vient du fait que Orban est très inspiré par sa foi chrétienne. C'est très clair. N'oubliez pas que son conseiller politique pendant longtemps fut le philosophe dont d'ailleurs nous avons fait une étude de l'œuvre dans Perspective libre pour sa mort, je crois dans le numéro 3 ou 4, qui était Thomas Molnar, grand philosophe hongrois, très raide, très très raide, observateur très fin de l'Amérique, entre autres. Et ça lui a été reproché en séance à Orban. Je vous invite à aller sur Internet pour voir 400 personnes, 400 parlementaires européens éructés de haine contre cet homme seul, qui se tient dignement d'ailleurs. Attention, il est historien des idées politiques, Orban, à la base. Il a fait des écrits sur l'État allibéral, qui sont directement inspirés de Molnar. Donc c'est un homme qui a une vraie pensée. Et il s'est infligé ça, pour que son peuple le voie. C'est horrible, si vous laissez une curée menée par l'ignoble Guy Verhofstadt. Rendez-moi service, mon cher Christopher, insérez dans cette vidéo une photo de Guy Verhofstadt. C'est le symbole esthétique de l'Union européenne. Comme on dit chez moi, il a du chien, de race indéterminée. Mais il s'est étouffé de haine, vu que c'est aujourd'hui, il est des nôtres, il suinte la haine comme les autres. Mais on lui en veut pour ça. On lui en veut parce que Orban parle à Poutine, bien évidemment. Et on lui en veut parce que Orban entend que la Hongrie reste la Hongrie. On dit oui, il ne veut pas des migrants en l'ordure, et il a remis le contrôle aux frontières, je crois que c'est avec la Serbie. Et en plus, l'ignoble salopard, il serait pour la peine de mort dans son pays. Ouais, c'est chez lui. C'est chez lui. Monsieur Juncker n'est rien, il faut quand même qu'il se le dise. Il est le président de l'organe exécutif d'une organisation internationale, point barre. Même le représentant de l'OTAN ne se comporte pas comme ça. Ce sont des manières de sous-mafieux, et sincèrement, faut qu'il y ait... Parce qu'il est... C'est quoi cette phrase des rappeurs? Tu peux pas tester, c'est ça? Un truc comme ça. Mais Juncker, tu peux pas tester. Parce que... Vois Joe Pesci. Tu n'es pas Joe Pesci. Parce que même quand tu essayes de te la jouer, parce qu'on voit très bien, si tu revois l'image où il tapote sur la joue d'Orban, tu l'imagines, tu sais, avec cette musique, qui est une musique corse à la base, qui est du parrain, tu sais, parle plus bas.
de cette scène immortelle où Pacino danse avec sa fille, du Parrain 3. Nanana. Tu vois. Eh ben, même comme mafieux, t'es pas crédible. Donc, même comme mafieux, t'es pas crédible. Par contre, la prochaine fois que tu veux mettre la papate sur la tête à quelqu'un, essaye avec Poutine. On va rigoler 2 minutes. L'état dans lequel il peut te rendre ta main, méfie-toi. Méfie-toi. Maître du monde luxembourgeois, c'est d'une petitesse. Un mot sur les négociations autour de la Grèce. Tsipras vient d'annoncer la tenue d'un référendum pour le 5 juillet. Il abat la dernière carte. Il a plié sur certaines choses, mais de l'autre côté, il a suffisamment tenu pour qu'on voit le vrai visage de l'Allemagne. N'oubliez pas par contre que le journal Le Monde en France, donc le journal du collaborationniste Hubert Beuve-Méry, a demandé par un de ses éditorialistes un coup d'État en Grèce. Voilà où on en est. Or, Tsipras, oui, est-ce qu'on peut enfin dire ça y est, il a plié. Il a quand même parlé à Poutine et il parle de référendum en Union Européenne. C'est un homme qui cherche les ennuis. C'est un homme qui cherche les ennuis et comme disait Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Il vient d'abattre sa dernière carte. Ensuite, soit il liquide le référendum, soit les Grecs plient, et là c'est le peuple qui plie. Ensuite, ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Soit ils font abattre le gouvernement de Tsipras. De toute façon, il ne va plus plier très longtemps, vu que la partie gauche de sa coalition menace de partir, plus les Grecs indépendants. Alors, qu'est-ce que ferait Tsipras? Il prendrait tout ce qui reste, c'est-à-dire tous les gens qui ont détruit la Grèce, le PASOK, je me rappelle jamais comment il s'appelle la droite grecque, c'est des merdes, peu importe. Il reprendrait tous les vieux chevaux, et il ferait le gouvernement de... Et il ferait le gouvernement de coalition des traîtres. Il ferait le herpès. Ce que nous on appellerait l'herpès ici. Je vois pas Varoufakis faire ça. En tout cas, j'espère pas. Ensuite, il a amené l'Allemagne là où il voulait. Parce que maintenant, plus personne ne peut se faire de doute sur l'Allemagne. C'est pour ça que je vous le promets, je serai impitoyable s'il trahit, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de frapper sur ce type-là. C'est pas le moment. Il joue une partie à très haut risque. N'oubliez pas une chose, ils sont prêts à tout faire pour détruire la Grèce. Si un pays se sort de la zone euro, tous les rats vont vouloir quitter le navire. La finance mondiale perd la monnaie qu'elle a créée. L'Amérique perd le seul bouclier du dollar. Fin de l'euro. C'est peut-être c'est le début d'un monde plus libre, certes, mais attention, ça va tanguer quand même quelque chose de mignon. Une question de Panglos, patriote éclairé. La Russie a récemment annoncé qu'elle souhaitait enquêter sur les alunissages américains depuis 1969. Comment percevez-vous cette annonce? Je pense que réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que l'Amérique a pu. Moi, je n'ai absolument aucune donnée sur ce dossier. Mais l'Amérique a parfois monté des opérations de guerre froide. Rappelez-vous de l'opération Argo, qui n'était pas dirigée contre la Russie, mais pour la guerre froide, mais contre l'Iran, d'utiliser l'ambassade américaine pour exfiltrer des Américains sous prétexte d'un faux film. Bon, qui a fait l'objet d'un film fait par Ben Affleck, d'ailleurs, qui est très bon, que le film Argo, mais qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour des raisons de pure géopolitique impériale. Bon, très bien.
il y a eu des opérations de la guerre froide. Et la Russie pose une question qui n'est pas inintelligente. Pourquoi il n'y a pas eu d'alunissage depuis? Peut-être que l'alunissage est inutile. Mais bon. Et en réalité, là, la Russie... Là, et d'un côté, ça illustre très bien ce qu'est la théorie du complot. Je ne juge pas sur le fond. Mais à la base, ceux qui ont dit que l'alunissage n'avait pas eu lieu, on les a traités de conspirationnistes. Alors la théorie du complot, qui représente 90% de psychotiques, de tarés et de menteurs, le problème n'est pas là. Mais pour les États, c'est une arme de guerre. Moi, c'est à titre de scientifique que je vois ça. C'est-à-dire que la Russie utilise des choses qui sont nées sur Internet pour tirer sur l'Amérique. C'est de la guerre cognitive pure. C'est de la guerre d'idées et d'images. Voilà. Sinon, moi, je n'ai aucune compétence sur la physique, sur ces trucs-là, pour pouvoir trancher l'affaire au fond. Aucune. Alors, avant de terminer, vous m'aviez dit lors de la préparation de cet entretien que vous souhaitiez faire un hommage. Alors, quel est-il? Un grand homme est mort hier, je crois. Oui, Evgeny Primakov. Evgeny Primakov est l'homme qui a commencé à relever la Russie. L'homme qui a annoncé Poutine. Il était Premier ministre de Russie pendant l'affaire entre de Yougoslavie, de Serbie, la dernière. Un grand penseur des relations internationales. Et je sortirai bientôt un entretien avec mon ami Romain Bessonnet, qui reviendra en détail sur ce grand monsieur, qui nous manquera beaucoup. Parce que des hommes comme lui, des Westphaliens, vont beaucoup nous manquer dans les heures sombres qui peuvent arriver bientôt. Voilà. Dernière partie, donc maintenant avec vos conseils de lecture de l'été. Donc qu'avez-vous à conseiller et à déconseiller Alors on va commencer par ceux que je déconseille. Voilà, Monsieur Patrick Weil, Le sens de la République. Alors, voilà. En réalité, le Parti Socialiste relance sur le débat sur l'identité nationale, de son avis à lui, avec son idéologue. Alors Patrick Weil, c'est un historien négationniste de l'identité française. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont le but est... D'ailleurs, ça se sent dans ce bouquin-là où Nicolas Truon, qui dirige les pages débat du Monde, autrement dit, c'est-à-dire les pages débat du Monde, c'est comme prof de gym à Normal Sup, si vous voulez, Encarpe, voilà, c'est-à-dire je tiens la rubrique ouverture de la Pravda. Je suis aussi utile qu'un prof de gym à Normal Sup, quoi. Bon, admettons. Et alors il nous dit quoi? Il nous dit que par rapport à toutes les souffrances des années 30, évidemment, il reprend toute la logique, bien sûr, de toutes les souffrances que De Gaulle a fait aux Juifs d'Algérie, etc. Hein, aussi. Et, vous voyez, c'est là où on voit que les ennemis de la France tendent la main, hein, de Patrick Weil jusqu'à Radio Courtoisie, les ennemis de la France tendent la main. Et voilà, Patrick Weil, c'est l'idéologue immigrationniste du Parti Socialiste. Donc évidemment, il nie les chiffres, il nie tout ça. Il a un sens de la République. Je lui dirais que la République a su se défendre contre l'immigration. Lourdement. Hein? Je rappelle qu'un tiers des Italiens qui arrivent dans les années 20 sont expulsés dans les années 30, et que c'est pas la monarchie qui l'a fait. Mais bon, voilà, c'est l'idéologue actuel du Parti Socialiste qui a donné un nouveau débat sur l'identité nationale, où on a pris comme discriminés positifs des gens pas trop mal, Finkielkraut, Millet, Taguieff, et où on a lié l'intelligentsia des banlieues, c'est-à-dire des gens qui sont interrogés uniquement pour leurs origines, ça c'est du racisme, ça, à une exception, je crois que c'est dans l'Express, un très beau texte très court d'un jeune légionnaire chinois, légionnaire dans l'armée française, qui est français par le sang versé. Très très beau petit texte. Tout le reste, c'est Inès de la Fressange et les amis de Rocaille Diallo. C'est-à-dire
la conjuration des cloportes, l'amicale des parasites. Si vous voulez, et ça, c'est... On va redéfinir le logiciel idéologique, le logiciel identitaire de la France. Et donc pour ça, on fait appel à la créature Patrick Weil, qui est un peu le Gauleiter de ces questions-là au Parti Socialiste. Donc un ouvrage nul et non avenu, mais par contre, que un de nos auditeurs l'achète, et scan, machin, truc, ça sert absolument à rien que quelqu'un l'achète. Déjà, moi, je l'ai déjà fait pour pouvoir vous en dire ce que j'en pense. Donc, je vous rassure, hein, c'est de la merde, hein, franchement. Là, je vous le dis franchement. Le but est de faire avaliser, de remettre sur le débat le droit du sol, le droit du sang, et d'alléger encore le droit du sol à tel point de le dématérialiser, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde, il est français. Alors que l'intelligence voudrait que le droit du sol soit regardé comme ce qu'il est, c'est-à-dire une anomalie juridique. Hein, vous savez, un vieux professeur de droit m'avait dit un jour, « Jeune homme, pensez-vous qu'un cochon né dans une écurie est un cheval ?» Évidemment, non. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire un retour au droit du sang. Comme le dit très bien Richard Millet, c'est le droit au sang. C'est-à-dire le droit que la filiation française soit reconnue. Ensuite, ce qui compte, c'est le jus volentendis. Comme le disait le regretté doyen Dupaquier, grand démographe français. C'est-à-dire que les gens veulent être français. Et pour ça, il faut des conditions beaucoup plus strictes d'accès à la nationalité, et que la nationalité... d'accès à la fois à la nationalité et à la citoyenneté. Et il faut qu'il y ait une vraie segmentation en France entre les nationaux et les citoyens et les autres. Parce que pour l'instant, être citoyen ou être national en France, c'est avoir les droits et les devoirs, là où les migrants ont les droits. Et ça, c'est garanti par le grand ami du MEDEF, en tout cas idéologique, qui est M. Weil. Maintenant, on va passer à un ouvrage inutile, d'un homme qui ne l'est pas moins d'ailleurs, M. Boniface. Parce que Boniface, c'est un peu comme Giscard. Il dit 3 choses intelligentes, et là tout le monde en a plein la bouche, dans le camp national. Tout comme quand Giscard dit oui, mais Poutine, machin, et là les gens me disent ah oui, mais alors Giscard deviendrait patriote. Bande de cons. Vous savez pourquoi Giscard a dit ce qu'il a dit? Parce que, suite à l'affaire de la liste noire, le patronat allemand, pris à la gorge, a demandé à Helmut Schmidt de raviver le vieil agent allemand qui est Giscard d'Estaing. Je vous rappelle que le premier acte de destruction de l'industrie française, c'est les montants compensatoires que Giscard donne à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous dévaluons, on leur devait du fric. Et tout simplement, un oligarque russe d'un côté, qui a fait venir Giscard et qui s'est payé une danseuse, pour se faire bien voir de Poutine, plus le patronat allemand, se sont payés le vieux. Voilà. Mais évidemment, ça c'est typique des milieux de droite. Ça. Giscard, qui est un traître, mais qui est l'un des leurs, dit 3 choses et devient un patriote. De Gaulle, qui est un patriote, ne le sera jamais parce qu'il n'est pas l'un des leurs. Voilà. Mais bon, les merdes parlent aux merdes. Mais le grand problème, c'est que voilà, c'est toute l'affaire Giscard en Crimée. Un oligarque russe qui s'est tapé une danseuse et le patronat allemand qui a certainement dû d'ailleurs remercier l'ancien président. Vous voyez rien par la main non plus. Ok ? Donc, Boniface, c'est la même chose. Boniface, c'est sa thèse dans les pompiers pyromanes, ces experts qui alimentent l'antisémitisme et l'islamophobie. Alors, Boniface, c'est un agent... Alors, il faut dissocier Boniface et l'IRIS, qu'il préside. L'IRIS, c'est un très bon institut. Il faut louer Boniface de l'avoir créé, hein, où il y a des gens très bien, mais dont Boniface utilise les œuvres. Parce que c'est que Boniface qui passe à la télé, hein, vous avez remarqué. C'est pas René Cagnat sur l'Asie centrale, c'est rarement Philippe Migaud sur la Russie. C'est que Boniface, utilisant des textes faits par d'autres. Ce qui est normal pour un directeur d'institut. Le problème, c'est qu'il pourrait, vu les réseaux énormes qu'il a, il pourrait faire passer quelqu'un de temps en temps, quoi. Mais il ne le fait pas.
pas pour rien. Donc, Et donc il se plaint d'une... L'ouvrage n'est intéressant que sur un point, c'est que ça vous permet de voir une bassesse interne dans des réseaux qui en réalité travaillent tous pour la destruction de la France. C'est comme de voir Caroline Forest se battre avec Émeric Caron. Là, vous voyez Boniface régler ses comptes avec Béchamel, avec Chalgoumi, avec Forest, avec Frédéric Ancel, c'est autre chose. C'est une rivalité de géopolitologues. Et avec Frédéric Aziza. Bon. En réalité, Pascal Boniface est quelqu'un qui est fondamentalement pro-immigration, pro-UE et pro-arabe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait été payé par le Qatar, comme l'ont dit des gens absolument dégueulasses. Ça, c'est pas vrai. Tout comme l'IRI, c'est pas payé par Poutine, ce qui est immonde. Le problème, c'est que pour combattre ces manières immondes de gens comme Caroline Forest qui tapent sous la ceinture, lui, il n'hésite pas à taper sous la ceinture. Il tape sur Aymeric Choprade. Par rapport à une affaire qui date de plus d'une dizaine d'années, en le mettant en cause de l'engagement actuel d'Aymeric Choprade, qui était à la fois collègue de Boniface, un de ses rivaux, et qui a été son éditeur aux éditions Ellipse, il règle ses comptes avec Choprade en disant oui, mais il est au Front National. Vous voyez, ce genre de petites choses dégueu. Il règle ses comptes avec des gens issus qui ont été proches du Front National pendant un temps, qui n'ont pas de pouvoir sur Boniface, et qui ont infiniment moins de pouvoir que Boniface, mais il leur crache à la gueule. Il frappe sur des hommes à terre. C'est laid. C'est laid. En disant que ces gens ont autant de pouvoir que Béchamel. Non. Béchamel n'est pas invité à la télé. Béchamel s'invite à la télé. C'est autre chose. Et le gros problème, c'est que Pascal Boniface, c'est un mec qui donne les bons points, les mauvais points, alors qu'en fait, il appartient à ces pompiers pyromanes, à ces intellectuels faussaires qu'il déjuge. Lui, il est soutenu par le rappeur Médine, on va dire, le niveau du mec, et à la base, il est géopolitologue du sport. Ce qui est bien, parce que ça fait une géopolitique des émotions collectives. La seule chose, c'est que qu'il laisse parler Christian Arbulot, et qu'il n'empêche pas Christian Arbulot de parler, par exemple, je prends Christian Arbulot au hasard, mais on pourrait dire la même chose de Dénessé ou d'autres, en s'imposant dans les médias, parce que Boniface a du réseau, et qu'il écrive une géopolitique du volleyball, et qu'il arrête de nous faire chier. Voilà. Le seul point où je reconnais à Boniface une grande qualité, c'est qu'il a pleuré le jour de la mort de Séguin. Ce qui prouve que, au fond du trou, c'est peut-être quelqu'un de bien. Par contre, qu'il étale sur la place publique les mœurs dégueulasses de gens, alors qu'il a à peu près les mêmes, et que s'il ne les a pas, eh bien c'est bien imité, fait que c'est un ouvrage que je ne vous conseille pas et qui est inutile. Et si on aimait la France, l'ouvrage Testament de Bernard Maris? Alors, je sais d'autant plus parce qu'il va vous énerver ce bouquin. Il va vous énerver. Pourtant, c'est un vrai ode à la France. Il n'a pas pu le terminer, il a envoyé les premières pages le 2 janvier, donc il a été exécuté le 11. Le 7. Le 7 ? Oui, pardonnez-moi, la manif, c'était le 11. C'est la la manif. C'est la la manif. Pardonnez-moi, excusez-moi, désolé. Alors, il a été assassiné le 7 janvier. Et en réalité, vous allez voir, c'est un ouvrage important. Alors, il y a des conneries dedans, quand il dit que Taguieff et Zemmour sont d'extrême droite, oui, bon, c'est des conneries, mais c'est bien écrit. C'est truculent, et vous avez des morceaux de France. La France et les femmes, etc. Et en réalité, je l'ai lu, je l'ai terminé hier soir pour pouvoir vous en parler. Maris, c'est un Alsacien de Marseille. Il met Marseille par-dessus tout. Il y a un ode à l'enseignement, aux instituteurs, il y a des choses magnifiques dans ce bouquin. Et en réalité, ce qu'il veut dire aux Français, c'est être Français, c'est pas qu'un honneur. C'est un bonheur aussi.
C'est un bonheur de langue, de bouffe, de femme, de cul, d'histoire, de ce que vous voulez. Et en réalité, c'est une autre manière d'être un patriote. Nous sommes solennels dans notre patriotisme, peut-être à l'excès d'ailleurs. D'où notre fascination pour la vareuse, l'uniforme, se lève devant la Marseillaise, pour le symbole. Oui, mais parfois on oublie cette sensualité d'être français, qui est très présente chez les patriotes de gauche, par exemple. Chez les patriotes qui ont été socialisés dans la culture de gauche, enfin dans la culture qu'on appelle communément de gauche. Par exemple, ils sont beaucoup plus sensibles que nous au paysage. Enfin, nous les Gaulards, nous on est l'État, la souveraineté, etc. Quant aux patriotes plutôt à droite, ils sont dans le fait identitaire, dans l'histoire, dans le passé, parfois dans le ressentiment ou dans l'image d'Épinal. Mais ils sont dans la tradition. Mais ils sont pas dans le sensuel, ils sont pas dans le bonheur. C'est pas pour rien quand vous voyez... Rappelez-vous la chanson de Ferrat, Ma France. Une chanson magnifique, extraordinaire. De vallons en collines, le printemps qui va naître, la morte saison, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Il parle il parle de son Ardèche natale, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. C'est une autre manière d'aimer la France, et c'est vrai qu'être français, c'est aussi un bonheur. Faut jamais l'oublier, parce que sinon nous allons nous enfermer dans cette guerre. Et à la fin, on voudra même pas qu'elle se termine, parce que qu'est-ce qu'on fera après? Il faut toujours savoir ce qu'on va faire après. Parce que ce conflit terminera à un moment ou à un autre. Et c'est la leçon de Maris. C'est son testament. N'oubliez pas que qu'il était marié à la fille de Maurice Genevoix, le grand écrivain patriote. Bon. C'est que Dominique Deroux a pas loupé. Hein. Et bon, Dominique Deroux, c'était un dur. N'oubliez pas ça. C'est une grande leçon que Maris nous donne. Alors à travers son patriotisme de mec qui a été à Charlie. Ouais, bon, alors il y a des idées là-dedans, bon. Mais bon, comme c'est un petit livre, qui coûte pas cher en plus pour nos jeunes étudiants et autres, et que c'était un grand mec. C'était un grand mec, Maris. Et son ouvrage lui ressemble. En tout cas, ressemble à l'image qu'il donnait et à l'image que nos amis communs en ont gardé. Moi, je l'ai croisé trop peu de fois pour pouvoir me dire que nous connaissions bien, ce n'est pas vrai. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, que ce livre ne trahit pas. Là où vous allez hurler d'autant plus... Même si ce sera censuré. Ah bah, vous êtes un bon Européen. Vous avez la censure facile. Ce très très beau petit bouquin de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, cri d'orfraie. Le hareng de Bismarck, le poison allemand. Moi, j'ai déjà tout dit dans mes vidéos de ce que je pensais de la part d'escroquerie qu'il y avait chez Mélenchon. Mais il est doué en gueule. Il n'est pas que fort en gueule, il est doué en gueule. Et il faut reconnaître que cet ouvrage est très bien. J'aurais peut-être préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écrive. Mais il est bien écrit. Je pense sincèrement que Mélenchon est le genre d'homme qui écrit ses livres. Ça, je le pense. Ce bouquin a été détruit par l'élite française qui est à la botte de l'Allemagne. Donc je vous le dis, achetez-le, lisez-le, vous apprendrez des tas de choses. Et surtout, sur certains sujets, sachez rendre justice à cet homme. Il est ce qu'il est.
il était sénateur socialiste, etc. Je l'ai dit, d'autres l'ont dit, c'est pas le problème. Mais sur certains sujets, moi je me rappelle de lui se battant contre la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen sur la Russie. Sur certains sujets, il vaut mieux que les autres. Ensuite, si les gens du front de gauche regardent ça et qu'ils vont se mettre à hurler non, non, t'as pas le droit de dire du bien de Jean-Luc parce que tu es ce qu'on imagine ce que tu es, qu'on pense que tu es, on n'a pas de preuves, mais peu importe. T'es pas l'un des nôtres de autres que c'est comme ça. Mais franchement, vous apprendrez des tas de trucs. Et cet ouvrage est très utile et je remercie Mélenchon de l'avoir fait. Ensuite, je pense qu'il est en train d'enterrer l'Europe sociale. Et on peut me dire, oui, mais l'Europe sociale, c'est à cause de lui si ce mythe a été maintenu tellement longtemps. Je fais, oui, camarade. Mais si déjà dans les milieux souverainistes, j'entendais moins de cons me parler de l'Europe puissance, qui est le même mythe que l'Europe sociale, ça n'aura jamais lieu. Et ensuite, la lecture de l'été. Le mur de l'Ouest n'est pas tombé. Un bouquin juste phénoménal. D'Hervé Juvin, chez notre ami Pierre-Guillaume Deroux. C'est quoi? C'est simple. Moi, tel que je vois ce bouquin, c'est comme si un Premier ministre à la Michel Debré s'était dit un peu d'avant d'entrer en fonction, bon, c'est quoi les dossiers que je dois traiter? Qu'est-ce que je dois faire avant de mourir? Politiquement ou physiquement. C'est enfin un vrai bouquin réellement écrit. Juvin est un très grand écrivain. Sur l'avenir de la France. C'est pas... le suicide français, Éric l'a toujours dit, c'est pas un livre-programme. Là, il y a le programme historique et métahistorique si la France veut s'en sortir. Fait par un homme d'exception, qu'Hervé Juvin. À titre personnel, j'espère qu'un jour les destinées de mon pays seront présidées par un homme de cette trempe. Tout y est. Ensuite, certains m'ont dit, sans avoir lu l'ouvrage, oui, mais il ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Déjà, c'est faux textuellement. C'est faux textuellement. Ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. Ensuite, l'âge d'Hervé Juvin fait que, voilà, il a enterré son rêve européen douloureusement. Moi, je l'ai jamais eu, donc j'ai rien eu à enterrer. Au contraire, moi, si vous voulez, je terminais à coup de pelle. Mais le problème, c'est que chaque génération a ses mythes. Voilà. Chaque génération a ses mythes, mais tout y est. Tout. La compréhension fine de l'Amérique, des phénomènes de souveraineté numérique, etc. Tout y est. C'est un véritable bréviaire des patriotes que cet ouvrage, et je vous le dis sincèrement, moi je sais que j'ai demandé à tous mes cadres de le lire et à tous ceux qui viennent à mes rencontres du Cercle Aristote de le lire, car c'est l'un des ouvrages les plus importants de ces dernières années. Si vous ne devez en lire qu'un cet été, lisez celui-là, parce que déjà vous allez mettre longtemps à le lire, parce que vous allez mettre longtemps à y réfléchir. Et c'est servi en plus par une langue divinement belle, donc ça ne retranche rien. Ensuite, pour les lectures de l'été, évidemment, vous pouvez vous rabattre sur des lectures studieuses, celles des éditions Perspective Libre. Je dis d'autant plus que comme moi je touche pas un rond. Mais profitez de l'été pour travailler certains sujets. Je vous conseille de retravailler un peu les crises financières à travers les ouvrages de Morad El-Attab, Norman Palma. Ça va servir bientôt. De retravailler, si vous voulez, par le Yannick Jaffray sur Poutine. Et vous pouvez, bon, si vous avez des envies plus littéraires, lire les ouvrages de Julien Rochdy. Mais vous pouvez également travailler sur la crise de la démocratie à travers les ouvrages de mon ami Eric Guéguen. Ou travailler, par exemple, si vous voulez, lire sur un auteur, sur Marx,
de Norman Palma. Et ou travailler, si vous voulez, encore en histoire des idées, sur l'idée de progrès avec le Pierre de la Côte. Donc vous avez ça, plus la revue Perspective Libre. Pour l'instant, c'est le retour de l'État. La monnaie bien publique sera, la conférence sera en ligne à la fin de l'été, elle aura lieu fin juin, et l'ouvrage sera disponible à la fin de l'été, des éditions Perspective Libre. Pour l'instant, vous pouvez vous abonner ou lire le numéro sur le retour de l'État. J'espère, mon cher Christopher, que vous relayerez aussitôt la sortie du prochain. Voilà les conseils de lecture. On peut terminer avec les initiatives. Les initiatives. Alors, je voudrais saluer 3 personnes. Je voudrais saluer les décrocheurs. L'équipe de Sylvain Baron. Comme disait Philippe Séguin, il faut résister tous les jours. Et les décrocheurs, en retirant le drapeau d'occupation qui est le drapeau de l'Union européenne, ils résistent tous les jours. Je leur demande juste de faire attention à eux, parce que le pouvoir va se raidir. Qu'ils fassent très attention. Je crois d'ailleurs que Sylvain a pris du plomb dans sa bagnole, donc il faut quand même faire gaffe. C'est des gens courageux, et ça c'est une action qui est symbolique, qui est forte. Je voudrais aussi encourager 2 initiatives qui viennent du monde catholique. Alors, elles ne sont pas tout à fait initiatives récentes, mais je les trouve très intéressantes. C'est le site NDF, Noël de France. C'est simple, hein, moi je le dis souvent, et je le dis d'autant plus que moi je ne le demande pas pour moi. Mais un site, ça coûte cher, c'est du temps, etc. Il faut aider les nôtres. Sinon, il n'y aura plus de sources indépendantes en France. Donc il faut aider le Bréviaire des Patriotes, il faut aider NDF. Et il y a une autre chose qu'il faut aider, ça je parle particulièrement à nos amis catholiques. Il y a un très bon journal de formation catholique qui s'appelle Monde et Vie, tenu par mon ami l'abbé Guillaume de Tanoirne, qui est vraiment un journal catholique et intelligent. Parce qu'il y a aussi des journaux catholiques et cons. Cons par catho de gauche et cons pour catho de droite. Et là, il y a un vrai journal intelligent. Et vraiment, je vous conseille de vous y intéresser, de le soutenir, de demander un exemplaire comme ça. Vous pouvez les avoir par internet ou dans certaines librairies. C'est un journal qui est là depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même. Mais depuis que l'abbé de Tanoirne l'a repris, je trouve qu'il y a vraiment... C'est vraiment d'une grande qualité, et c'est un homme, c'est à mon avis le grand intellectuel à soutane, un des grands intellectuels à soutane en France. Vous avez eu, je crois, le bonheur de l'interroger, mon cher Christopher. Oui. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, et qui mérite ô combien d'être salué, d'être soutenu. Voilà. Merci Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Merci également aux patriotes éclairés pour leurs questions et leur fidélité chaque mois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, et pour les adhérents, à tout de suite pour la question bonus. Ou bien on peut faire un truc original et un truc différent pour l'été, quoi. Quoi ? Je sais pas, un entretien sur des sujets plus légers ou un truc... Ou un truc sur un sujet unique, ouais, voilà. plus technique, peut-être. Ou plus technique, je sais pas si pendant l'été ça va avoir du succès. Je sais pas, par exemple, sur la formation des militants, qu'est-ce qu'il faut lire, que faire sur tel sujet, etc. Non ? Ça c'est une bonne idée, ouais.